chaussée au complet, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait plus d'électricité. Fait que je ne pouvais même pas allumer les lumières. Ça, c'est quelque chose qu'on... Pas d'électricité? Non. Automatiquement, en tant que courtier, on rentre puis on allume toutes les lumières. Mais là, je ne pouvais pas. Il n'y avait pas de lumière. Puis là, il commençait à faire un peu sombre dehors. Mais on voyait... Il y avait quand même un peu de clarté encore dehors. Mais là, à l'intérieur, par contre, c'était quand même sombre. Parce que c'était une vieille maison d'époque. Là, on marche, puis là, on arrive pour aller... Là, je regarde, j'ouvre la porte pour aller en bas. On voit presque rien. Pour aller dans le sous-sol, c'était noir. Puis là, on arrive pour aller à l'étage, en premier. Puis là, j'entendais de drôles de bruits. Moi, je serais partie. Comment on fait pour choisir un bon courtier? Bien, vous écrivez Raphaëla Pradieu. Non. Ben écoute, ça, c'est propre à chacun. Puis, sincèrement, en fait, c'est de vraiment... C'est la chimie, beaucoup. Hein? On est des êtres humains, puis je pense que c'est... on a une façon de pouvoir dialoguer avec certaines personnes, puis il faut que ça soit fluide. T'sais, donc, tu dois être à l'aise. Alors, l'acheteur il va pas dire... il n'y aura pas de mots nécessairement sur sa recherche, mais ça va juste être en symbiose, tout ça. S'il se sent bien avec le courtier, bien, à ce moment, ça commence par un rendez-vous. Les erreurs, c'est que de ne pas consulter un courtier immobilier. Elle nous fait de la publicité. Faut aller la voir. En quelque sorte. Non, c'est sincèrement, c'est de un, pour le vrai, sincèrement, je pense que la plus grande erreur, c'est de penser qu'on n'est jamais prêt. Parce qu'on hésite à faire le pas, puis des fois, on est plus prêt qu'on le pense. Hi guys, on est de retour pour un autre épisode. Aujourd'hui, on va rentrer dans le domaine des métiers, carrières, tout ce que profession que vous faites dans la vie de tous les jours. Et on a notre fameuse invitée que je suis extrêmement contente qu'elle soit là avec nous aujourd'hui. Je vais la laisser se présenter. Salut ma chère. Bon, je suis Raphaëla Pradieu, donc je suis une courtière immobilière pour Remax. Intéressant. Mais moi, je voulais savoir, dans la vie de tous les jours, qui es-tu? Parle-nous un peu plus en détail. On veut tout savoir. Alors, avant tout, je suis une maman. Une maman de 2 enfants, deux jeunes filles qui ont ton âge d'ailleurs. Ça me rajeunit pas, mais c'est correct. Ben non, vous avez l'air toute jeune. Ah oui, je vais le prendre, merci. Mais c'est ça, donc en gros, je fais ce métier-là à temps plein. Et puis, c'est ma passion. Donc, je travaille et puis je m'occupe de mon petit-fils parce que je suis une grand-maman aussi. Oh, toutes mes félicitations. Une autre étape de la vie. Yes. Bon. À quel moment vous avez su que vous voulez faire être courtier immobilier dans le fond? J'ai toujours aimé, en fait, ce métier-là, je te dirais. Ça a été dès mon jeune âge. Quand j'étais ado, je dirais, j'ai déjà travaillé un peu dans le domaine. J'ai fait agent de location. Donc, pendant environ 4 ans, je faisais ça à temps partiel en même temps que j'allais à l'école à temps plein. Puis, je travaillais dans une autre job à temps plein. Donc, disons que j'ai touché un peu à tout. Donc, ça m'a toujours interpellée en quelque sorte. C'était pas de la vente, mais je faisais de la location. Donc, j'avais un petit peu des connaissances dans le domaine du côté du locatif. OK, fait que dans le fond, t'avais un avant-goût dans le fond, si on peut dire. Exact. Mais c'est très important que dès le départ, tu as su qu'est-ce que tu voulais faire. Moi, dans la vie de tous les jours, tu sais, c'est pas facile de se trouver directement sur qu'est-ce qui nous passionne dans la vie. Puis ça revient à te poser la question, est-ce que c'est ta passion ou est-ce que tu as d'autres projets que tu aimerais accomplir? Écoute, pour revenir à ce que tu viens de dire, que dès le début, je savais qu'est-ce que je voulais faire, pas pantoute. Alors, écoute, pour te dire, j'avais un peu exploré le domaine locatif, mais côté de la vente, j'avais pas nécessairement dit je veux faire agent voyons, courtier immobilier là, dans la vie, tout ça, puis faire ça à temps plein, tout ça. Non, j'avais pas ça dans l'idée. J'aimais ça, mais pas pour le faire tout de suite en tant que métier. En fait, c'est plus en grandissant, en faisant plein d'autres métiers qui n'avaient rien à voir avec l'immobilier. Moi, ce que je voulais faire en passant, c'était de la job de bureau. Hein. Moi, c'était ça que je voulais faire. Je voulais travailler dans des bureaux, en administration, en comptabilité d'ailleurs, parce que j'ai pris une formation en secrétariat comptabilité à l'époque.
et c'est là-dedans que j'ai travaillé. Donc, est-ce que je savais, est-ce que je voulais au début faire ce métier-là? C'était pas ça. Ça m'interpellait, mais pas au point de dire je vais faire ça dès le début, tu sais. Donc, c'est vraiment tardivement, là, quand j'étais vraiment vers la trentaine. Moi, j'ai commencé tard, là. J'ai commencé tard. Ça fait 13 ans environ que je fais ce métier-là. Et je te dirais que c'est vraiment par hasard que je suis tombée dans le métier à temps plein par l'entremise d'une amie, en fait, qui était dans le domaine. Puis qu'elle a dit, bien, pourquoi pas, essaye-toi donc, puis tout. Puis là, moi, en fait, j'avais toujours hésité. Puis quand j'ai décidé de finalement y aller, oui, ça a été une de mes meilleures décisions, sincèrement. Ça me rassure un peu parce que moi, je suis dans ce processus de testing, d'essayer de savoir exactement dans quelle direction niveau carrière que je vais m'en aller. Parce que là, pour l'instant, je sais pas trop, mais on verra qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Puis sinon, je voudrais te demander la question. Dans une bonne année, exemple, une bonne année de vente comme courtier, quel serait le montant dans une bonne année de vente pour un courtier? Un courtier... c'est pas dès le début, évidemment. Là, ça peut être dès le début si vraiment tu es un go-getter, mais sinon, pour quelqu'un on peut dire qui a un bon salaire en immobilier, c'est au moins dans les 100 000, 75 000 et plus. T'sais, 75 000, 100 000, tu as quand même une année raisonnable en tant que courtier immobilier. Ça fait partie, ça, c'est quand tu travailles à temps plein dans le courtage. Ouais. Mais ouais, les gens pensent dès que genre tu es courtier immobilier, tu vends des maisons super chères directement, t'es riche, t'es millionnaire, puis tu fais un salaire vraiment genre exagéré. Ouais. C'est pas dès le début. Puis oui, il y a tous les niveaux, c'est comme dans tous les métiers. Je veux dire, l'immobilier, c'est un métier comme tous les autres métiers de vente. Il faut bien spécifier parce que c'est de la vente. C'est un métier de service qu'on rend, service à la clientèle. Et on doit travailler de symbiose avec nos clients. Donc, que ce soit des vendeurs ou des acheteurs. C'est un métier que tu dois aimer ce que tu fais. Ça, c'est sûr. OK? Si tu n'aimes pas ça, sincèrement, mais c'est un super beau métier. Mais en même temps, il faut vraiment que tu sois très structuré. Et c'est ça. Il faut que tu trouves plusieurs façons de jongler pour pouvoir subvenir à tes fins. OK. Toi, tu m'as fait comprendre que tu travailles avec Remax, dans le fond, parce que je vois beaucoup de courtiers qui travaillent, que ce soit librement ou avec une compagnie. Je voulais savoir, exemple, moi, je suis une jeune que je voudrais m'en aller en courtier immobilier. C'est quoi le processus? Comment je dois m'attendre? En fait, tu peux faire affaire avec la bannière que tu veux. Sincèrement, en fait, oui, c'est ça. Le fait est que la bannière que tu vas choisir va faire en sorte que les gens que tu vas approcher vont se sentir un peu plus interpellés que d'autres bannières. Donc, si tu dis, tu sais, il y a des gens qui ont des bannières personnalisées aussi parce qu'il y en a qui ils partent leur agence à eux avec des noms qu'on connaît pas vraiment. Donc, quand tu fais affaire avec des acheteurs ou des vendeurs puis qu'ils te font répéter 2-3 fois le nom de la compagnie parce qu'ils comprennent pas d'où ça sort, ben il y a un petit peu moins de confiance. Puis, tu sais, c'est ça, c'est plus difficile d'aller chercher les clients dans ce temps. Mais quand tu dis Remax, ben t'as rien. Ben oui, tout le monde connaît ça, on va pas se mentir. Exactement. Et puis, ainsi de suite avec les autres bannières qui sont quand même assez visibles et connues aussi. Certaines autres bannières que tout le monde connaît. Là. Donc, à ce moment-là, je pourrais dire que c'est un sentiment d'appartenance avec le public. Parce que, je veux dire, n'importe qui, moi, c'est quelqu'un qui m'appelle puis on me dit un nom que je connais pas du tout pour des milliers de dollars que je vais investir. Est-ce que je vais me sentir en confiance? C'est sûr, tu auras des doutes. Donc, il y a vraiment, il faut bâtir le nom. Va falloir travailler pour faire connaître le nom. Donc, quand tu prends une compagnie déjà connue pour revenir à des jeunes qui veulent commencer en immobilier, c'est sûr, c'est toujours mieux de s'affilier avec des entreprises qui sont déjà connues. Donc, c'est plus facile. C'est vraiment plus facile. Oui, c'est sûr, parce que, tu sais, comme à ton compte, c'est beaucoup plus dur parce que tu n'as pas, exemple, tu as dit la fidélité des clients. Ils connaissent pas forcément, puis c'est pas sûr que, genre, surtout dans la première année, j'imagine que ça doit être difficile de faire des ventes. C'est pas évident. faut être acharné, il faut le vouloir, il faut comprendre que c'est un domaine de vente avant tout. Donc, il faut savoir que c'est pas en t'assoyant chez toi que les clients vont venir à toi parce que t'es pas connu. Donc, c'est ça. Donc, je veux dire, c'est comme
Vraiment, sincèrement, tout emploi je le dis encore, de vente qui va te demander toi-même de faire l'effort pour aller chercher les clients. Que ce soit du porte-en-porte, que ce soit par le téléphone, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par la poste. Tous les moyens de communication sont bons. Après ça, tu t'appropries celui qui est le mieux pour toi, que tu te sens le plus à l'aise dedans. Tu dois être à l'aise dans ce que tu fais. Puis ensuite, c'est de jamais arrêter. C'est une roue. Est-ce que c'est un domaine compétitif? Énormément. OK. Peux-tu nous donner un exemple comme de défi que tu as vécu à travers ce domaine qui est compétitif? Ben, je te dirais, écoute, il y a tellement de défis qui peuvent arriver. Écoute, il y a des situations où est-ce que... ben nous, en ce moment, ça, c'est tout récent, là, depuis 1 an et demi approximativement, on doit avoir des contrats pour les acheteurs. OK? Donc, ça, c'était pas comme ça au début de carrière, au début de ma carrière, du moins, parce que, comme je disais, ça fait 13 ans que je fais ça. Alors, dans les débuts, les premières années, je te dirais qu'on pouvait faire les clients acheteurs sans contrat nécessairement. Maintenant, depuis 1 an et demi, il y a eu une nouvelle loi qui a passé, donc on doit avoir des contrats pour représenter nos acheteurs. Et c'est pas tout le temps le cas qu'il y a des acheteurs qui sont toujours représentés par des courtiers. Donc, quand j'ai une propriété, comme justement c'est arrivé quelques fois cette année, que j'ai fait visiter des propriétés à des clients acheteurs, je me suis déplacée, je leur ai fait visiter 2-3 propriétés, puis ensuite, je reçois un appel de l'autre courtier qui me dit, oui, j'ai des clients qui s'appellent un tel, et puis, ben là, ils aimeraient... Ils aimeraient aller de l'avant avec une certaine propriété que vous leur avez fait visiter. Tu vois, ça, c'est un défi parce qu'après ça, on doit s'asseoir entre collègues puis discuter pour savoir si, à ce moment-là, tu acceptes de partager tout le travail que tu as fait, ta rétribution, tout ça, avec ce collègue-là qui n'était pas là dès le début et qui n'a pas suscité l'intérêt de l'acheteur dès le début. Mais c'est très, très, très délicat comme situation. Mais je te dirais que, tu sais, c'est des histoires qui arrivent. Mais ça, c'est pas la seule. Là. Il y a plusieurs histoires, là, je te dirais. Quand on envoie des offres aussi, quand on a des offres multiples en passant, là, ça, c'est des gros défis parce qu'on doit tout le temps jongler pour pouvoir essayer d'avoir être sur le dessus dans la liste. Là. Puis ça aussi, de ce côté-là, il faut trouver des trucs. J'imagine. Parle-moi un peu plus les contrats. Est-ce que le contrat, c'est dans le fond l'acheteur qui doit genre signer qu'il fait affaire avec vous? C'est quoi les contrats? Les contrats, c'est des contrats de l'OASIC qu'on doit faire signer aux acheteurs. Et on a des contrats pour les vendeurs aussi. Puis ça, c'est vraiment tout dépendant dans la transaction. On s'assoit avec l'acheteur puis on lui fait compléter le contrat. Comme quoi que ça peut être pour 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe. Mais c'est juste pour pouvoir faire le travail, pour éviter de faire tout ça pour rien. T'sais, on leur fait visiter 20 maisons puis après ça, ils s'en vont. Merci, bonsoir. Ça, je me demande, est-ce que ça vous frustre? Ça aussi, ça fait partie des défis. Parce que des fois, imagine, vous déplacez, vous faites la route, puis la personne est comme non. Ouais, ça arrive. Ça doit être un challenge. Ah oui. Mais bon, à quel moment tu penses qu'on est prêt, en tant qu'exemple, tu as dit qu'il faut se lancer comme en tant que premier acheteur, à quel moment c'est idéal pour un premier acheteur de se dire, moi, je suis prête à acheter ma maison? Moi, je dis tout le temps, il n'y a pas de meilleur moment parce que chaque personne, on a toute une vie différente. Donc, c'est de s'adapter à votre rythme de vie. Puis dès que vous êtes capable d'avoir, je dis un chiffre, là, puis c'est un chiffre réaliste, un 20-23 000 d'économie. Quelqu'un peut l'économiser en 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe. Mais dès que vous avez au moins ce montant-là, c'est possible d'aller de l'avant pour vous trouver quelque chose de très bien. Mais c'est quoi les prérequis, exemple? Il faut avoir, en fait, c'est une mise de fonds, premièrement. Puis ensuite, d'avoir un bon crédit. Puis un crédit à peu près à 6,50 la banque. Là. Toutes les banques, en fait, confondues, là, c'est à peu près 6,50 qu'ils demandent comme credit score pour être capable d'acheter. Donc, vous devez avoir une cote de crédit raisonnable. C'est pas obligé d'être la plus parfaite. Là. Je veux dire, tout le monde, on en a des retards, tout ça. L'important, c'est d'avoir au moins le minimum de ce que les banques ont comme critère. Puis c'est à peu près 6,50 de crédit. Là. Mais je me demande quelles sont les erreurs que tu peux faire en tant que premier acheteur. Exemple, ta crédit est parfaite, tu as le montant idéal, mais quelles sont les erreurs qu'on peut faire en tant que premier acheteur aussi?
Les erreurs, c'est que de ne pas consulter un courtier immobilier. Elle nous fait de la publicité. Faut aller la voir. En quelque sorte. Non, mais non, c'est sincèrement, c'est de un, pour le vrai, sincèrement, je pense que la plus grande erreur, c'est de penser qu'on n'est jamais prêt. Parce qu'on hésite à faire le pas. Puis des fois, on est plus près qu'on le pense. On est vraiment, sincèrement, craintif de faire le pas, mais juste se renseigner. Puis je pense que tout le monde commence à comprendre ça de plus en plus maintenant pour prendre les renseignements, pour savoir comment s'y prendre. Puis après ça, simplement aller de l'avant. Puis ensuite, c'est de vraiment, pour le vrai, être accompagné, c'est parce qu'il y a des poursuites juridiques là, en passant. Je veux dire, c'est même pas au moment que vous achetez là, que vous allez avoir les répercussions. C'est après l'achat, quand il arrive des problématiques ou quoi que ce soit. Puis à ce moment-là, il y a des répercussions. Puis si vous n'avez pas été accompagné d'un professionnel, bien là, toute la faute est blâmée sur vous-même parce que vous n'avez pas eu personne pour vous guider. Alors, c'est toujours mieux, effectivement, d'être accompagné pour essayer d'éviter le plus d'erreurs possible. Donc, en tant que premier acheteur, oui, il faut bien être accompagné, puis il faut être vigilant. Puis ensuite, c'est ça. C'est d'aller de l'avant, de se renseigner, puis d'y aller par étapes. Mais je comprends les gens qui ont peur de se lancer parce que, tu sais, c'est vraiment une grosse responsabilité aussi. Puis des fois, ça peut te prendre, dépendant de ton budget aussi, des fois, ça peut te prendre, c'est un prêt ou, veux pas, même si tu as de l'argent de côté, tu n'as pas tout le montant de la maison, ça peut prendre des années, 10 ou 20 ans et plus. Fait que dans le fond, je comprends les acheteurs qui ont un peu peur de se lancer dans ce processus. Ouais, dans ce processus vraiment là. Ben c'est pas, je te dirais que je pense que c'est pas nécessairement quelque chose qu'il faut voir inatteignable, dire que ça va prendre 10 ans, 20 ans, quoi. Non, parce que si tu te mets un objectif et tu dis, OK, ben regarde, moi, je veux l'avoir en 5 ans. Mais là, c'est simplement de faire le budget en conséquence. Quelqu'un qui veut aller en voyage va faire son budget en conséquence pour aller en voyage. La même chose pour une propriété. Ça prend quelques années de plus, mais c'est pas obligé de prendre 10 ans. Là. C'est vraiment tout dépendant des sacrifices que vous êtes prête à faire aussi. Ça, c'est sûr. mais c'est vraiment faisable sans faire trop de sacrifices. Là. C'est quelque chose qui se fait. Tantôt, tu as parlé d'une bonne cote de crédit. Les gens, des fois, pensent, exemple, tu as une bonne cote de crédit, mais niveau de dette, comment ça doit être? Ça, c'est sincèrement... chaque institution bancaire a leurs propres critères. Donc, il y a 2 sortes de compagnies de crédit qui existent. Là, c'est TransUnion puis Equifax. C'est eux, à ce moment-là, qui gardent toutes les données de crédit que chaque individu a. Et à ce moment-là, les banques vont voir dans ces 2 institutions-là pour voir c'est quoi votre code de crédit. Donc, c'est vraiment différent pour chaque individu. Je veux dire, tu peux avoir 1 million là, dans ton compte puis tu n'es pas capable d'acheter parce que ton crédit n'est pas bon en passant. Fait que c'est vraiment... Le crédit, c'est important. C'est vraiment crucial. Mais il y a des banques qui vont passer ton dossier puis il y en a d'autres qui ne vont pas vouloir parce que leurs critères sont plus sévères. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas une recette standard. Ça dépend de chaque dossier puis chaque critère de chaque banque. Puis les banques virtuelles et les banques, justement, pignon sur rue, donc ces sortes de banques-là ont des critères différents. OK. Moi, je travaille dans ça. Fait que dans le fond, je vais te poser une petite question en lien à ça. Fait que dans le fond, qu'est-ce que j'aimerais savoir? Tu vois, exemple, l'assurance habitation. Penses-tu qu'elle devrait être obligatoire comme l'assurance automobile? Mais c'est obligatoire en passant quand on achète une propriété. On ne peut pas passer au notaire si on n'a pas d'assurance sur la maison. Tu vois, tu viens de m'apprendre quelque chose. Ça, je ne savais pas parce que moi, je pensais que l'assurance, exemple, l'assurance habitation au Québec, tu pouvais ne pas forcément être assuré pour avoir une maison. Non, tu n'as pas le choix. En fait, il n'y a aucune vente qui se fait au notaire si tu n'es pas assuré. Et puis, d'ailleurs, les notaires obligent chaque acheteur à avoir leur assurance avant le rendez-vous. Donc, une semaine avant, le maximum, une semaine avant, des fois, ça peut être 2 jours avant, c'est pas grave. L'important, c'est que la journée que tout le monde s'assoit au notaire pour faire la transaction, là, c'est sûr que l'acheteur a déjà
assurer la maison. OK, parce que moi, c'est arrivé comme j'ai entendu beaucoup d'histoires de personnes qui ne sont pas assurées de niveau maison. Est-ce que c'est quelque chose qui a été mis en vigueur maintenant ou avant aussi? Non, c'était là. C'est juste que là, est-ce qu'on parle de... Beaucoup de gens, tu parles de propriétaires ou de locataires? Des propriétaires. Il y a certaines personnes qui sont leur propre maison, puis avant qu'ils n'avaient pas forcément d'assurance, parce qu'exemple, quand il y a des problèmes de dégâts d'eau, des affaires comme ça, ils ne peuvent pas... Non, c'est pas qu'ils n'ont pas d'assurance, c'est qu'il y en a qui ont des assurances, mais que ça dépend le type d'assurance que tu as. Tu peux avoir des assurances qui couvrent sur le matériel de ta propriété, mais que tu n'as pas d'assurance pour le refoulement d'égouts. Et les dégâts d'eau qui peuvent subvenir à la propriété. Donc, s'il arrive une problématique comme ça, tu as une assurance, mais pas pour ça. Fait que c'est ça qui arrive des fois. Ça dépend le type d'assurance que tu as. Merci de nous avoir informés sur ça. Penses-tu que, exactement, la taxe de bienvenue, elle sert à quoi réellement? Rien pas tout. Non, pas vrai. Sincèrement, là, on aimerait ça l'illuminer, cette taxe-là. Il n'y a pas personne qui est content de l'avoir, cette taxe-là. Tu viens de dépenser beaucoup d'argent pour la maison, acheter des meubles et l'assurance qu'on vient de parler. En plus, tu as une taxe de bienvenue. Ça, c'est méchant. Puis le nom, je te dis que c'est pas welcome pantoute. Mais en même temps, écoute, on peut pas s'en sortir. On s'en sort pas. Puis si tu achètes 5 propriétés, tu as 5 fois la taxe de bienvenue. Wow. C'est comme ça, la vie. C'est ça. En ce moment, là, il n'y a pas eu de changement là-dessus, à part si on a peut-être quelqu'un qui est vraiment déterminé à faire disparaître cette taxe-là. Je pense pas que ça va arriver un jour au Québec, mais en tout cas. Mais sincèrement, bon, on ne sait pas pour le vrai à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là, là? OK? Mais je sais, pour les contribuables, évidemment, c'est toujours ça qui revient comme histoire, là, évidemment, comme les taxes, là. Pourquoi qu'on paye des taxes? Pourquoi TPS, TVQ, là? Bon, c'est ça. Fait que on sait pas exactement où va tous les détails de ces sous-là, mais c'est ça, taxe de bienvenue, on n'a pas le choix de la payer, puis c'est un certain pourcentage sur le titre de propriété, et plus vous montez dans les propriétés haut de gamme, bien, plus le montant est élevé, évidemment. Ouais. Mais je sais pas même répondre à ta question, hein, parce que je sais pas plus. Je suis désolée, mais on s'en sort pas, faut la payer. Réellement, ça servait à quoi? Parce que je me dis, tu viens de gaspiller beaucoup d'argent. Pour nous, personnellement, on s'en sert pas. Mais le gouvernement, c'est eux qui s'en servent. Les villes, les gouvernements, parce que non seulement, quand tu as la maison, tu as la taxe scolaire aussi à payer. Oui. Tout ça. Ça vient tout avec la beauté dans... Si ça finit comme ça, là... Mais c'est correct parce que, tu sais, en même temps, c'est correct, c'est un gros mot, mais en même temps, tu fais un investissement. Faut pas penser à ça. Il faut plus penser à l'investissement à long terme que tu fais sur ton acquisition. Puis c'est ça qui fait en sorte que même si tu as une taxe de bienvenue à payer, même si tu as des taxes scolaires à payer, c'est que au bout du compte, ton produit est tellement rentable après plusieurs années que ça change pas grand-chose que tu aies payé ça. T'sais. Bon, il faut voir le bon côté des choses. Oui. Non, je te confirme. Bon, on va se faire un peu plus de publicité. Comment on fait pour choisir un bon courtier? Bien, vous écrivez Raphaëlla Pradieu. Non. Ben écoute, ça, c'est propre à chacun. Puis, sincèrement, en fait, c'est la chimie beaucoup. Hein? On est des êtres humains, puis je pense que on a une façon de pouvoir dialoguer avec certaines personnes, puis il faut que ça soit fluide. Donc, tu dois être à l'aise. Alors, l'acheteur il va pas dire... il n'y aura pas de mots nécessairement sur sa recherche, mais ça va juste être en symbiose. S'il se sent bien avec le courtier, bien, à ce moment, ça commence par... un rendez-vous, là. Puis après ça, il va voir s'il y a une chimie, puis s'il est confortable. Puis aussi, ben, c'est d'avoir... Ça, c'est avant tout la chimie, mais après ça, c'est d'avoir vraiment une proactivité. Parce que c'est bien beau, il y a une belle chimie, mais si le courtier, il t'envoie pas nécessairement ce que tu as de besoin, ça, c'est important d'avoir un courtier qui répond à tes besoins d'après les critères de ce que tu donnes au courtier. Donc, et des fois, savoir comment le courtier peut essayer de t'enligner et de rajuster le tir si jamais il y a des choses qui sont pas possibles et pourquoi. Donc, c'est d'avoir quelqu'un qui est capable de vous donner les détails là, sur tout le processus. OK, mais toi, quelle méthode tu utilises? Parce que, tu sais, tu m'as dit, il y a plusieurs méthodes, par exemple, pour aller chercher des clients. Parce que, tu sais, on peut référer à un courtier de bouche à oreille, comme quelqu'un l'a déjà eu, mais il y a aussi d'autres manières, d'autres méthodes. Toi, qu'est-ce que tu utilises? Qu'est-ce qui fonctionne pour toi?
Ben pour moi, pour avoir des clients, je te dirais que c'est un mélange parce que, puis je pense que je te dirais pour la plupart, c'est un mélange, là, peut-être pas pour tous, mais une bonne partie. Parce que si tu t'arrêtes juste un côté, ben, dès que ça fonctionne pas assez, ben, t'es fait, tu comprends? Tu sais pas quoi faire. Puis, en fait, il faut tout le temps qu'il y ait du roulement. Puis ça, c'est le métier. Donc, je te dirais que pour moi, personnellement, ben oui, j'utilise au téléphone, c'est sûr. J'avais déjà fait de porte en porte. C'est pas pour tout le monde, mais moi, je fais plus ça. Je l'ai pas fait longtemps non plus. Je suis plus confortable et à l'aise au téléphone et en personne aussi, sur rendez-vous. Et sinon, dans les réseaux sociaux aussi, beaucoup, on n'a pas le choix. Là. Ouais, maintenant, c'est vraiment présent. Que tu veux ou tu veux pas, on n'a pas... C'est ça. Puis mais tu sais, je te dirais que c'est ça. C'est vraiment un peu de ces volets-là là, que j'utilise, mais c'est pas juste une seule plateforme. Là. OK, mais exemple pour nous qui veut acheter quelque chose, est-ce qu'il y a un endroit qu'on peut consulter? Exemple, est-ce que il y a des fiches, comme les courtiers ont une fiche, quelque chose, tu peux voir, exemple, combien de maisons qu'il a vendues, ses références professionnelles ou non? Ben tu peux aller voir il y a certains courtiers, il y en a qui ont des sites Internet, puis il y en a qui n'en ont pas nécessairement. Sinon, c'est sûr, dans le Centris, ça, c'est la plateforme globale pour voir des propriétés complètement. Mais pour le vrai, c'est tellement... j'allais dire overwhelming, mais comme je pourrais dire pour certains, c'est une grosse plateforme. Puis des fois, tu te perds là-dedans parce que pour le vrai, il y a tout genre de propriétés, tu as tous les prix. Aller dans le gros site comme ça, sans accompagnement, je te dirais que ça ne va pas nécessairement aider quelqu'un qui a besoin vraiment d'un encadrement pour vraiment trouver la maison dans leur budget. Donc, c'est d'aller chercher un courtier, comme tu dis, et c'est possible d'aller dans le secteur, exemple, que vous voulez pour essayer de voir un courtier qui est dans le secteur. Mais, exemple, moi, je fais plusieurs secteurs. Donc, en écrivant des fois le nom du courtier, en ligne, tu es capable d'aller dans le site Internet puis de voir les maisons qu'ils ont à vendre. C'est ça. Mais le mode de recherche est vraiment vaste, là. Mais ce qui fonctionne beaucoup, c'est le bouche à oreille. OK. Bouche à oreille, ça, c'est... Je veux dire, ça a toujours été. Ça a toujours Avant été. les réseaux sociaux, c'est ça qu'il y avait. Ben oui, le cousin d'Intel a vendu avec le courtier, puis tout ça. Puis des fois, je veux dire, c'est pas parce qu'ils ont connu quelqu'un nécessairement que ça va bien fonctionner, là, tu sais. Donc, c'est sûr que c'est d'avoir quelqu'un avec qui tu as confiance, puis d'essayer, puis si ça fonctionne pas, ben là... Mais tantôt aussi, tu as parlé de l'alchimie. Ça peut, autant avec un client, ça peut super bien fonctionner, puis avec un autre, ça fonctionne pas. Oui. Ben c'est pour ça que c'est important dès le début, de pouvoir être clair dans la discussion, puis de vraiment donner tes besoins. Moi, je vais tout le temps chercher les besoins, parce que c'est pas tout le monde nécessairement qui sait ce qu'ils veulent nécessairement aussi, parce qu'être nouveau dans le domaine en tant que premier acheteur, il y en a que c'est pas des premiers acheteurs, il y en a que c'est des premiers acheteurs, puis des fois, ils savent pas ce qu'ils veulent. Donc aussi, c'est le rôle du courtier de l'enligner, puis de leur trouver quelque chose d'après leur profil. Ah, OK. Mais moi, l'autre question que j'avais pour toi, c'est que tu vois, dernièrement, là, comme comparé si on regarde à la COVID, puis maintenant, que ce soit pour exemple la location ou être propriétaire, les prix ont énormément augmenté. C'est exorbitant. Exemple, là, comme avant, tu pouvais trouver des appartements, là, des 3,5 ou des 4,5 en bas de 1 000 $, mais maintenant, c'est genre 1 700. Ça fait mal! C'est vraiment énorme. Je me demandais, est-ce que, tu sais, ça va aller en augmentant ou il y aura une baisse à un moment donné? Non, ça va jamais baisser. Mais, je te dis... Non, c'est vrai. Je suis allée faire une recherche comme 1 700 $. Écoute, c'est pas pour te décourager, mais c'est pas prêt de baisser. Bon. Mais par contre, on peut se réajuster. On peut se réajuster dans le sens que, tu sais, en tant que futur acheteur, le but, c'est d'y aller dans son budget. Donc, c'est pour ça qu'aussi, l'accompagnement est là pour ça, parce que en ayant un budget, t'as pas plein de choix là, qui s'offrent à toi quand tu as un budget. OK? Ça va être difficile. Là. Je veux dire, tu peux avoir certains critères, puis le rôle du courtier, c'est de pouvoir respecter tes critères le plus possible, puis de trouver justement chaussure à ton pied, comme on peut dire, OK? Mais en ayant des choix limités, ben des fois, c'est pas nécessairement tout
affichés en ligne. Des fois, je suis capable d'aller voir, exemple, d'autres propriétés qui ne sont pas tout le temps affichées, que je suis capable d'offrir à ces clients-là qui sont dans leur budget. C'est des cas par cas, mais c'est d'avoir vraiment un accompagnement qui vous permet d'avoir un choix vraiment élargi là, pour pouvoir, dans ce budget-là, des fois qui est serré, trouver vraiment la perle rare. Il en faut juste une. Oui. Mais ça va par coup de cœur aussi, c'est sûr. Oui. Parce que oui, tu as un budget, mais exemple, c'est ton chez-toi, il faut vraiment que ça soit quelque chose que tu aimes, veux pas, malgré des prix qui sont exorbitants. Ben oui, mais c'est ça. Il y a encore façon de pouvoir, pour les locations, ben c'est bon pour les investisseurs, pour la location, en passant que les loyers augmentent. Oui, en tant qu'investisseur, ouais, ça va. Exactement. Quand tu es déjà investisseur, c'est idéal. C'est ça. Puis, donc, oui, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Mais en même temps, hein, pour en revenir à ce que tu dis, les loyers augmentent. Donc, quand on est locataire, ben, on a plus intérêt à essayer d'économiser pour acheter. Exactement. Parce que là, ça ne va pas augmenter à chaque année. Votre montant va diminuer. Vous allez le voir sur votre hypothèque, sur votre refinancement, en fait, au bout de 3 ans ou 5 ans, ça va baisser le montant mensuel au lieu d'augmenter à chaque mois comme la location. C'est ça la différence. Parle-nous un peu plus de tes pires et meilleures expériences que tu as vécues dans le cadre de ton métier, parce que quand même 13 ans dans un métier, c'est quand même énorme. Tu dois avoir vécu des affaires. Oui, j'en ai vécu toutes sortes de bizarres expériences, des bonnes comme des mauvaises, mais écoute, moi, j'en ai une qui me vient vite comme ça. C'est j'étais rentrée dans une propriété et puis j'étais avec des clients, un couple et moi, puis on est déjà de l'extérieur, ça avait l'air de la maison d'exorcisme. Mais bon, puis c'était pas loin de l'eau, hein, en plus. C'était quand même... Le coin était bien, là, mais c'était comme en retrait un peu, cette maison. Je suis rentrée, et puis là, on est rentré parce que j'avais un code boîte à clé, donc il y avait personne dans la maison. Quand on a une boîte à clé, on nous donne le code, puis on peut faire visiter les clients sur rendez-vous. Alors, je suis rentrée avec les clients. Puis là, tu sais... En fait, c'est une maison qui était figée dans le temps. Là. Tout était à refaire, OK? Mais quand tu marchais, j'avais quasiment peur de ne pas rentrer dans le plancher parce que c'était d'époque, là. Ça datait vraiment de l'époque. Puis là, on a visité le rez-de-chaussée au complet. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait plus d'électricité. Fait que je ne pouvais même pas allumer les lumières. Ça, c'est quelque chose qu'on... Pas d'électricité? Non. Automatiquement, en tant que, on rentre puis on allume toutes les lumières. Mais là, je ne pouvais pas. Il n'y avait pas de lumière. Puis là, il commençait à faire un peu sombre dehors. Mais on voyait... Il y avait quand même un peu de clarté encore dehors. Mais là, à l'intérieur, par contre, c'était quand même sombre. Parce que c'était une vieille maison d'époque. Là, on marche, puis là, on arrive pour aller... Là, je regarde, j'ouvre la porte pour aller en bas. On voit presque rien. Pour aller dans le sous-sol, c'était noir. Puis là, on arrive pour aller à l'étage, en premier. Puis là, j'entendais de drôles de bruits. Moi, je serais partie. Mais là, je voyais le visage de Mika commencer à se décomposer. Fait que là, moi, quand même, téméraire, je me dis, bon, regarde, je travaille, là. Fait que je vais pas commencer à partir en courant. Fait que là, j'arrive pour monter les escaliers. Le monsieur, il se retourne, me regarde. Il regarde sa femme et dit, on s'en va! Il est tellement sorti vite. Oh my God. Mais dans ma tête, je me suis dit, OK, chance parce que j'avais tellement peur. Non, moi, dès les bruits, je serais partie. Oh mon Dieu. Mais non, mais ça, c'est sincèrement, là, en tout cas. Puis il y avait une autre anecdote, rapidement, là, que je peux dire. Cette dame-là, j'étais chez elle. Puis elle avait comme... en tout cas, je l'ai réalisé quand je suis rentrée, les peut-être 5 premières minutes, là, qui n'étaient pas trop... En tout cas, c'était particulier. Puis là, c'était pendant que j'étais assise à la table, puis là, elle était debout, puis là, elle me racontait plein de choses farfelues. Puis là, j'ai dit, OK, bien, est-ce que vous allez vous asseoir? Mais là, elle ne s'assoyait pas, elle restait debout pendant que j'étais assise. Tout le long, genre? Ouais. Puis là, elle me dit, là, à un moment donné, elle dit, elle est où votre auto? Là, j'étais comme, ben, elle est dans la rue. Elle dit, où ça? Fait que là, elle est partie dans le corridor super loin, au fond. Puis là, j'étais comme, OK. Là, je me suis retournée, je dis, elle est où la sortie de secours? Je me dis, OK. Fait que non, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va barrer la porte d'en avant. Tu sais. Là, elle regarde, elle dit, c'est quelle auto? Là, j'étais comme, OK, ben, c'est l'auto blanche, là, là-bas. Prise en otage. Ah, j'ai eu chaud, là. Puis là, en tout cas, mais c'était un épisode tellement bizarre, là. Même quand il fallait qu'elle me montre la maison au sous-sol, j'ai pensé à 3 fois avant de descendre dans le sous-sol. Mais
je suis descendue pareil. Tu sais, des fois, là, je sais pas, là, mais jusqu'à quel point que je l'aime, mon métier. Des fois, il faut que je travaille un peu sur ça parce qu'il y a certains moments que je dois apprendre à dire non quand je sens qu'il y a un feeling bizarre. Mais bon, en tout cas, ça, c'est ça. Ça fait partie des anecdotes. Mais tu sais, sinon, c'est pour la majorité du temps, là, ça se passe bien. C'est moins lugubre. Moi, ces petites anecdotes-là, tout ce qui fait peur, moi, je suis quelqu'un à courir facilement vite. Ouais, mais bon, t'apprends un petit peu avec le temps à déceler quelques signes. Bon, on a assez parlé de ton métier. Parle-nous, tu nous as dit que tu es une maman. Parle-nous un peu plus de ça. Oui, ben, mes deux filles, en fait, qui ont 23 puis 20, c'est ça? Alors, ben, écoute, il y en a une à l'université, l'autre qui étudie dans le domaine juridique. Et puis, celle qui étudie à l'université dans le domaine d'administration, elle, ou en finance, les deux. Elle a un petit bébé. Donc, de là, mon titre de grand-maman à... Je dirais pas mon âge. Est-ce que je devrais dire mon âge? Je sais pas. C'est à toi de voir, mais les gens vont se regarder puis vont dire elle est jeune, cette madame-là. Ouais, bon. On va le prendre. Mais c'est ça. Puis tout ça pour dire que oui, j'ai une vie remplie parce que même s'ils ont 20 puis 23, ben c'est quand même mes grandes filles qui habitent encore avec moi, d'ailleurs, pour l'instant. Mais c'est parce que elles sont en processus de... Tu sais, j'ai bien hâte, je vais faire mon walk-in avec une des chambres. Là. Non, c'est pas vrai. Je suis attachée à mes fillettes. Mais pour le vrai, c'est ça. C'est beaucoup de challenges, de travail pour combiner la vie familiale et les enfants. Mais... étant donné que je l'avais vécu dans une petite période un peu plus difficile quand ils étaient plus jeunes, à combiner le métier immobilier avec justement la vie familiale, maintenant, j'ai comme vraiment de la facilité à pouvoir... ben là, j'ai plus les mêmes... Tu sais, mes filles sont adultes maintenant. Mais quand j'ai commencé, elles étaient jeunes. Exactement. Ouais. Donc, mais aussi, qu'est-ce que je vois souvent maintenant sur Internet, qu'il y a comme un débat, le gentle parenting, puis genre... ou être un peu plus hard envers ses enfants. C'est ça que je vois souvent sur les réseaux sociaux. Toi, quelle méthode tu utilises avec tes filles? Quel conseillerais-tu aux parents avec leur enfant, la relation, des conseils que tu peux donner? À l'âge adulte ou quand ils sont jeunes, tu veux dire? Un peu des deux. Tu peux nous dire les deux? Le fouet, ça fonctionne toujours bien. Non, c'est pas vrai. Non, mais pour le vrai, c'est... Ben, écoute, la meilleure façon, c'est le dialogue. Hein? Le dialogue, quand on est jeune et quand on est adulte, ça reste toujours la façon la plus... tu sais, OK, on s'entend, là, il y a 5 ans, le dialogue, il n'y a pas grand dialogue, mais c'est d'y aller, je pense, d'une façon... tu sais, comme il y a des punitions là, que tu peux donner pour que l'enfant comprenne quand il y a un certain âge, là, tu sais, trop jeune, sans nécessairement exagérer, là, mais c'est ça, c'est d'y aller d'une façon... Chaque enfant est différent. Fait qu'il faut s'ajuster. Il faut s'ajuster. Je suis pas pour la méthode hardcore, puis, tu sais, vraiment... Puis encore une fois, chaque parent est différent en passant, fait que je peux pas donner un commentaire. Puis chaque enfant aussi, il y a des enfants vraiment plus difficiles et plus faciles que d'autres. Effectivement. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est de s'adapter à un adulte. De la même façon que l'enfant doit s'adapter à ses parents, là, ça va dans les deux sens. Fait qu'il faut que tu t'ajustes avec le type d'enfant que tu as, puis ça vient toute seule. C'est d'une façon calme, mais une façon qui va fonctionner avec cet enfant-là, là, tu sais. Ouais. Sans être trop drastique, là. À part être maman, être courtier, une femme accomplie, est-ce que tu as d'autres passions, d'autres activités? Qu'est-ce que tu fais un peu plus dans ton temps libre? Quand tu as un moment pour toi? Je sors, je mange, je suis épicurienne, fait que j'aime ça goûter à plein de choses. Moi aussi, j'aime ça. Ah oui, bon, tu vois, hein, et puis le bon verre de vin aussi, hein, on se fait une cheers, hein? Cheers! Hein? En même temps, j'aime bien goûter à toutes sortes d'alcool aussi. Je suis pas une soulonne. Mais j'aime ça, goûter à tout type de... J'ai un goût culinaire développé, je pourrais dire. Parce que j'ai tout le temps été comme ça depuis que je suis petite. Qu'est-ce que tu veux dire par le goût? OK. Je mange de tout. Donc, tu sais, je suis pas impressionnée par... je veux dire, j'ai tellement testé de restaurants, puis j'aime ça, puis je continue encore à de le faire, que je cherche toujours à trouver des endroits innovateurs qui sortent de l'ordinaire pour, je sais pas, justement pour
gustatives, Ouais. pour éveiller mes pépilles gustatives. C'est comme ça que je devrais dire. Mais En oui, tout ça cas, fonctionne parce que je cherche des même moi... goûts différents à chaque fois. Parce que même moi, je suis un peu plus difficile parce que je suis un peu plus picky niveau nourriture. Mais j'adore ça, découvrir de nouveaux restaurants, aller manger, des activités dans ce genre-là. Puis j'ai été une fois. Avant, j'aimais pas trop le vin. Mais j'ai essayé un wine tasting, puis j'ai bien aimé. Mais j'ai réalisé le vin rouge. Peut-être quand j'étais un peu plus mature. Pour l'instant, je m'arrête au blanc. Je disais ça aussi avant en passant parce que j'étais pas habituée justement, puis je connaissais pas le vin rouge jusqu'à ce que je connaisse le vin rouge, puis maintenant je priorise le vin rouge que le blanc. Mais c'est il ça, faut juste tout le monde apprendre. a ce switch-là, j'ai remarqué. Un peu plus jeune, t'aimes le vin blanc, puis en grandissant, exemple, tout le monde va aller vers le rouge. Ben, pas tout le monde, mais c'est Mais- comme t'apprends à voir, à connaître justement les types de vins que tu vas aimer d'après tes goûts. Puis dans le rouge, tu as certaines palettes, le rouge et le blanc, tu as des palettes différentes, mais c'est d'en trouver un que tu aimes vraiment, là, mais c'est en les essayant que tu vas savoir. Mais oui, non, mais pour en revenir en tout cas en passant aux passions, hein, parce qu'il n'y a pas juste l'alcool, je fais du ski alpin, mais c'est pas vrai que j'en ai fait quelques fois. Là. Tu sais, je suis pas comme si quelqu'un qui le fait à tous les jours puis à tous les hivers, non. Mais j'adore ça. Il faut juste que je me mette un peu plus pour la faire plus souvent. Mais j'ai appris à le faire tard avec mes filles, puis j'ai adoré. Fait que j'adore ça. Non, ça ski détend alpin. vraiment. C'est Et en plus, super. c'est un peu tabou dans la communauté noire parce que pas beaucoup de Noirs veulent essayer le ski. Au début, je suis comme, qu'est-ce que je vais faire là? C'était au secondaire. Dans le fond, moi puis là, les deux, on était en concentration en sport. Puis là, j'étais comme, oh my God, j'ai pas envie. J'ai Tu essayé. l'avais J'ai fait aussi. adoré. Je pensais pas qu'elle l'avait fait avec toi. Oui, mais j'étais pas dans le même groupe que elle. J'étais Ok. dans le groupe avec Faith. Ok. Ouais. Fait dans le fond, c'était vraiment... C'est ça, j'ai adoré. Puis c'est Super. vraiment une belle expérience. Ah, J'adore oui. le ski. Ça détend, l'adrénaline. Ça fait du bien. paysage. Oui! Le paysage, à couper le souffle. Ça C'est- aide l'hiver à être un peu plus beau parce Oui. que... à passer plus vite. Ouais, aussi. Sincèrement, je me suis rendu compte en faisant des activités d'hiver que en fait, ça rend l'hiver plus agréable. C'est moins déprimant. Puis ça fait en sorte que oui, tu le vois pas passer puis ça passe plus vite. Donc oui, il y a ça. Puis sinon, sortir de temps en temps dans les petits lounges avec des amis, faire des activités à l'extérieur aussi que je fais aussi. Partir en voyage. Ah, ça, c'est tout le monde. Ouais. Si je pouvais partir plus souvent, je le ferais, mais bon, il faut que je travaille. Je suis pas encore à la retraite. Ben, mais trop jeune sinon, pour ça. j'adore ça. Ouais, c'est ça. Il y en a qui prennent leur retraite jeune, hein? Ah, Encore je une fois. souhaite. Ah, ben c'est ça se planifie, hein? C'est comme une maison, là. Tu planifies d'acheter, tu peux planifier de prendre ta retraite jeune. On a du mais- processus avant d'arriver là. Ouais. Mais sinon, c'est ça. Ben bon, on arrive à la toute fin. Je voulais te remercier d'être venu, mais avant de terminer, est-ce que tu aurais un message à faire passer à nos jeunes qui t'ont regardé aujourd'hui? Ben, je vous dirais ne pas hésiter parce que ce qui est accessible aux grands, ben, c'est accessible à vous aussi. Il faut juste le vouloir, travailler pour, puis pas lâcher le focus. Tout est possible. Sky is the limit. Tout est possible. Il faut juste s'enligner. Puis, en fait, il faut décider aussi de qu'est-ce que vous voulez aussi. C'est de juste dire, OK, moi, je le veux, ça. Puis après ça, s'entourer de professionnels pour atteindre cet objectif-là. Puis c'est sûr que vous allez l'avoir. Et sur cette N'hésitez pas. note, je vous dis merci encore une fois d'avoir écouté. Allez follow, like, share, subscribe. C'est tout pour le podcast d'aujourd'hui. Light off. Merci beaucoup.